J'espère que vous me retrouvez également là sur la page. Donc cette fois, j'utilise directement l'ordinateur. Donc peut-être que la qualité de l'image va être moindre, mais en tout cas pour le son, normalement, ça devrait être mieux de ce point de vue-là. Est-ce que, s'agissant du son, vous avez un son qui est correct ou pas? Est-ce que c'est une bonne chose de ce point de vue-là? Voilà ce qu'il en est. On m'entend bien. Donc ici, on va débuter. Alors, cette année, Subaru lance un nouveau projet. Ce nouveau projet, c'est justement d'essayer de faire un petit peu de méthodologie et surtout de discuter des thématiques qui sont des thématiques d'actualité. Et ces différentes thématiques d'actualité, pour débuter, j'ai choisi une thématique qui est une thématique qui est assez difficile. C'est celle du soutenez que. Soutenez que, c'est une forme d'exercice qui existe dans le cadre de l'examen d'avocat, qui est proposé par certains IEJ comme l'épreuve du grand oral, où on demande de soutenir une thèse qui est, d'une certaine façon, relativement difficile à tout soutenir. Ce que je vous propose, bien évidemment, par rapport à cette soutenance, c'est justement d'essayer de voir un petit peu les arguments qu'on peut invoquer. Vous allez voir que c'est véritablement orienté pour essayer de ressembler à ce qui s'avère être une plaidoirie de ce point de vue-là. Alors, dans ce soutenez que, bien évidemment, il s'agit aussi d'un aspect qui est un aspect pédagogique qui va consister tout d'abord pour moi à faire une présentation globale d'une dizaine de minutes, mais surtout de répondre à vos questions, car la publication, ne serait-ce que de l'événement en lui-même, a suscité quelques réactions parfois, on va dire, assez vives concernant cette thématique-là, où justement tout le monde n'est pas d'accord, mais ne pas être d'accord et débattre, finalement, c'est justement le propre de la profession en elle-même. Alors, tout d'abord, commençons l'aspect en lui-même. Donc, je vais me proposer pour cet exercice et essayer justement de faire les différents aspects. Alors, tout d'abord, on va débuter par le commencement, c'est-à-dire, il existe, donc soutenez qu'il existe, qu'il n'existe pas trop d'avocats en France. Il existe à l'heure actuelle, selon les chiffres publiés par le CNB, alors c'est sur la plage du CNB, le Conseil national des barreaux, 69 900 avocats en France, et l'opinion commune, notamment partagée par le rapport à Éric Lavelle, qui propose un certain nombre de mesures, etc., c'est qu'il existe trop d'avocats actuellement en France, et une des façons de parvenir au fait qu'il y aurait moins d'avocats en France, c'est tout simplement d'en recevoir un petit peu moins à l'examen du CRFPA, parce que ce chiffre de 69 900 avocats est un chiffre qui est en constante augmentation, même si, depuis 2012, l'augmentation, à nouveau selon les chiffres du CNB, est une augmentation qui, désormais, se réduit progressivement. Donc ça, c'est un des aspects, on peut le constater ici, d'une nouvelle politique en la matière. Alors, l'idée, c'est donc qu'il y aurait moins de reçus dans la profession, mais avoir moins de reçus dans la profession, c'est donc à terme avoir moins d'avocats, puisque les avocats, statistiquement, justement, et en moyenne partent à la retraite à l'âge de 65 ans, mais aussi constater un vieillissement des avocats. À l'heure actuelle, toujours selon ce même Conseil national des barreaux, on a un âge moyen de 48 ans pour les avocats et de 42 ans pour les avocates. Plus encore, la publication de cet événement, notamment sur les pages et les groupes des élèves avocats, ont suscité un certain nombre de réactions qui font état du mauvais ressenti des jeunes confrères, à savoir des collaborations qui sont mal payées, difficiles à trouver, et s'agissant des stages, eh bien, des cabinets d'avocats qui seraient exsangues, qui proposent aux stagiaires des conditions abominables de travail, dans lesquelles les stagiaires sont pris uniquement pour 2 mois pour ne pas être payés, 2 mois renouvelables où on change le stagiaire, et en ayant des horaires pas possibles. Alors, voilà un petit peu la présentation, qui est une présentation globale. Pourtant, le même Camille Aéry, ici, a publié un rapport qui est consultable. Hein, il est en ligne, enfin, le lien est mis sur l'événement lui-même, qui indique très clairement que, et ça commence par ces éléments-là, la profession d'avocat s'est enrichie. Elle s'est enrichie d'ailleurs plus vite que la France en elle-même. C'est-à-dire qu'économiquement, la profession s'est enrichie. Donc finalement, être avocat gagne mieux aujourd'hui que ça ne l'était auparavant. Mais plus encore, être avocat, c'est quand même une réalité qui est une réalité humaine. C'est-à-dire que concrètement, on voit fleurir, et beaucoup au cours de ces dernières semaines, eh bien, des présentations qui sont des présentations assez élogieuses par les médias, des avocats et des avocates notamment, dont le talent est révélé au grand jour. Alors,
pour certains, pour les pénalistes en eux-mêmes, c'est pas une révélation, mais quand on voit les papiers qui sont faits sur Jacqueline Lafont, l'avocate de Nicolas Sarkozy, par exemple, suite au procès qui a eu lieu où elle a fait face au parquet national financier, on voit justement qu'il y a, de ce point de vue-là, quand même, un certain nombre de dispositions qui sont des dispositions qui ont justement eh bien, vocation à être, comment on va dire, des dispositions qui sont des dispositions où justement le talent de chacun est révélé. De même, à l'occasion du procès des attentats, on a vu apparaître un grand nombre de précisions par rapport aux avocats qui étaient des avocats en matière de terrorisme, dont le talent a été révélé une nouvelle fois. C'est-à-dire qu'il y a, de ce point de vue-là, par rapport au nombre d'avocats, régulièrement, cette recherche de ces différents aspects. Dire qu'il y a trop d'avocats repose donc sur un aspect quand même assez incertain, et cet aspect relativement incertain dénote et détonne dans la mesure où, s'il existe une augmentation nationale, celle-ci masque un certain nombre de disparités locales. Plus encore, la formation en elle-même serait susceptible d'ouvrir de nouveaux marchés. Nous présenterons donc notre thèse en deux temps. Tout d'abord, une augmentation nationale masquant des disparités locales, et ensuite, une formation susceptible d'ouvrir de nouveaux marchés. Dans un premier temps, donc, l'augmentation nationale masquant des disparités qui sont des disparités locales. De ce point de vue-là, il convient de constater qu'il existe une véritable complexification du droit et qu'il existe aussi de véritables zones de désertification. Alors tout d'abord, la complexification du droit. De quoi s'agit-il? On pourrait prendre de très nombreux exemples. Et ces très nombreux exemples résultent simplement de votre propre cursus juridique. On voit apparaître des spécialités qui vont être des spécialités nouvelles. Il y a 3 ans, toujours dans le cadre de Subarro, je faisais des cafés-débats justement où des avocats venaient présenter leur spécialité. Telle avocate qui s'est spécialisée par exemple en droit du sport, tel autre avocat en droit de la restauration. Et on voit apparaître de ce point de vue-là un grand nombre de spécialités qui sont des spécialités qui commandent une spécialisation, voire même une surspécialisation. Alors que véritablement, il y a quelques années, c'était totalement incongru de faire ça. Il n'est pas peu fréquent de constater à l'heure actuelle des profils d'étudiants qui ont 2 Master 2 ou encore un Master 2 qui viendrait à être complété par une formation complémentaire suivie par exemple auprès de la structure Avoxia qui vient de s'ouvrir et qui justement propose une formation qui est une formation spécialisée, précise, pointue, qui ne fait pas double emploi par rapport à un M2 mais qui prévoit justement une spécialisation. Cette spécialisation est pensée en fonction justement des débouchés. À l'heure actuelle et dans la période récente, si on doit prendre 2 exemples très concrets, la période du Covid a donné lieu à un foisonnement de textes nouveaux, d'infractions nouvelles, de règles en droit social nouvelles, de règles en droit économique aussi nouvelles. Et de façon globale, ces différentes règles particulièrement complexes rendent nécessaire, voire même indispensable pour un certain nombre d'acteurs économiques, justement, le fait de discuter de cette disposition et des dispositions nouvelles et d'être capable de discuter de ces différents points. Voilà un petit peu ce qu'il en est sur cette question et cette façon simplement de traiter les choses. Plus encore, ce que l'on peut avoir, c'est une autre façon de concevoir les choses. Cette autre façon de concevoir les choses, c'est de constater que la multiplication des règles juridiques se constate dans tous les domaines, mais plus encore, alors qu'autrefois on parlait d'une trêve des confiseurs, par exemple durant la période de Noël, du jour de l'an. Cette année, on n'a pas eu du tout de trêve de confiseurs. 2 éléments viennent en ligne de compte de ce point de vue-là. Le 24 décembre ont été adoptés des textes qui sont des textes particulièrement importants. En utilisant mon propre domaine, je signifierai simplement une loi relative à la création du parquet européen, qui encadre des règles nouvelles qui sont tout à fait importantes, mais aussi une loi qui vient différer dans le temps la sortie de vigueur d'un certain nombre de dispositions d'une loi de 2017 qui avait pérennisé l'état d'urgence en droit positif et qui permet par exemple la fermeture administrative des lieux de culte, qui permet des dispositifs de surveillance ainsi que la technique de l'algorithme. Bref, on est dans une période durant laquelle des règles nouvelles sont appliquées de façon tout à fait systématique et qui rendent absolument indispensable ici, le cas échéant, pour les différents acteurs, pour les différents justiciables, d'être tenus au courant de ces différentes règles, et qui mieux de l'avocat pour justement rendre concrètes ces nouvelles dispositions. Donc, tout d'abord, cette
cette complexification du droit va rendre indispensable justement le fait d'adopter un cadre nouveau, le fait d'avoir recours à des avocats qui soient spécialisés et qui soient susceptibles de spécialiser sur parfois des têtes d'épingle et des spécialités comme par exemple le droit de la sécurité, qui apparaît comme étant une réelle spécialité. En effet, pour citer le dernier texte que j'ai utilisé tout à l'heure, cette loi du 24 décembre 2020 est quand même une loi dans laquelle vous avez des dispositions qui ne figurent que dans le Code de la sécurité intérieure. Code de la sécurité intérieure qui, à mon idée, n'est pas enseigné ni dans le cadre d'un cours de droit pénal classique, ni dans le cadre d'un cours de procédure pénale classique. Donc on a des règles ici qui vont rendre nécessaire le fait qu'un certain nombre d'acteurs économiques, d'un certain nombre d'acteurs juridiques soient susceptibles de les connaître pour pouvoir les appliquer. Voilà par rapport à ce premier argument qui vient œuvrer dans le fait qu'il n'existe peut-être pas trop d'avocats, mais qu'il n'existe peut-être pas suffisamment d'avocats qui soient spécialisés justement sur ces thématiques qui sont des thématiques spécifiques. Plus encore, il existe aussi des véritables zones de désertification. Alors ces zones de désertification du droit, on en voit apparaître véritablement l'idée dans le rapport même du Conseil national des barreaux par rapport à la croissance démographique des différents avocats. Une section de ce rapport indique, par rapport à la densité des avocats en France, qu'il existe de très grandes disparités en la matière, de très grandes disparités géographiques. À Paris, par exemple, il existe 1279 avocats pour 100 000 habitants. Par rapport aux autres pays, il convient de constater que même concernant Paris, on n'est pas dans quelque chose qui est totalement excessif. Dans d'autres pays, en Angleterre par exemple, en Allemagne également, vous avez un ratio qui est plus important. Dans le même temps, dans la Meuse, eh bien, il y a 11 avocats pour 100 000 habitants. Quand on rapproche ces différentes statistiques ainsi que les données existantes, on constate quand même, et c'est quelque chose qui est tout à fait significatif, que certes, pour un certain nombre de personnes qui se plaignent de la situation des avocats collaborateurs ou encore des stagiaires à l'heure actuelle, c'est souvent dans des domaines qui sont des domaines extrêmement classiques, dans lesquels effectivement, eh bien, le marché est bouché. Des avocats en droit des affaires, alors je vais évoquer cette situation-là, mais aussi et surtout les avocats en droit pénal, par exemple des avocats en droit des affaires. C'est vrai qu'on peut estimer que dans certaines régions, eh bien, quand bien même on a besoin d'avocats de droit des affaires, il y a trop à l'heure actuelle de diplômés par rapport au nombre de postes susceptibles d'exister à l'heure actuelle. Mais on reviendra sur ce point. Plus encore, par exemple en droit pénal, il est vrai qu'on peut constater dans certaines régions dans lesquelles je travaille, par exemple dans le nord de la France, on pourrait dire à Lille, je rappelle Lille c'est quand même la ville dans laquelle Éric Dupond-Moretti a fait sa réputation, à Lille, on peut considérer qu'il existe trop de pénalistes, en tout cas de pénalistes généralistes. Mais dès qu'on s'éloigne un petit peu de la métropole lilloise, qu'on va ailleurs, qu'on s'éloigne de quelques kilomètres, on voit qu'il y a quand même des besoins, qu'il y a peu d'avocats. En Ile-de-France, si sur Paris, il semble que le marché des avocats pénalistes soit relativement bouché, il suffit de s'éloigner un petit peu et on voit que dans certains endroits, au contraire, il y a des besoins qui sont des besoins criants en matière justement d'obtention d'avoir un avocat pour donner des conseils juridiques, pour représenter en justice et pour parvenir justement à ces différents éléments. Donc voilà ce qu'on peut évoquer sur cette question-là, qui est une question tout à fait essentielle. En plus, par rapport à la profession d'avocat, cette profession d'avocat est aussi une profession d'avocat sur laquelle on peut remettre en cause par rapport à ce constat, c'est-à-dire qu'il existe peut-être trop d'avocats, ou en tout cas un nombre trop élevé d'avocats à l'heure actuelle en Ile-de-France sur certains thèmes généraux. Eh bien, si on procède à une petite comparaison, peut-être que la formation future des avocats pourrait faire en sorte d'œuvrer contre la désertification et pour la spécialisation des futurs confrères. C'est le deuxième temps de l'analyse, c'est-à-dire une formation nouvelle, susceptible d'ouvrir des marchés. À ce titre-là, il y a deux types de formations sur lesquelles on peut s'attarder. Tout d'abord, bien évidemment, l'examen d'entrée au CRFPA, pour revenir sur les principales dispositions du rapport de Camille Ahéry et de Sandrine Clavel, mais aussi la formation qui est proposée par les écoles d'avocats elles-mêmes. Alors, sur l'examen d'entrée au CRFPA, l'examen d'entrée à l'heure actuelle, il y a un examen qui est un examen national.
mais l'examen est organisé par les IEJ. À l'heure actuelle, ce sont les correcteurs de l'université, mais aussi, donc le correcteur de l'université, dedans, normalement, il y a un des deux correcteurs qui est un correcteur universitaire et l'autre qui est un praticien, qui vont corriger les différentes copies. Et il s'agit d'un examen, donc normalement, il n'y a pas de prise en compte des réalités du métier pour l'obtention du diplôme. Ce point-là a été crié, il est remis en cause, et ainsi de suite. Pour autant, de ce point de vue-là, ce n'est pas un élément sur lequel on peut véritablement s'appuyer sur des aspects qui sont des aspects tangibles. Je vous renvoie là-dessus aux différents articles écrits sur les CRFPA successifs qui se sont succédés, mais aussi sur les propositions pour rendre cet examen national totalement égalitaire, notamment en croisant les copies d'un IEJ à l'autre, et ainsi de suite. Pourquoi ne pas, par rapport à cet examen d'entrée au CRFPA, s'inspirer de ce qui se passe par rapport aux différents concours de médecine et faire en sorte d'avoir, par rapport à cet examen, un classement qui puisse choisir ou permettre de proposer un certain nombre d'autres éléments. Plus encore, par rapport à l'examen en lui-même, constater qu'il y a trop d'avocats en France, c'est constater peut-être qu'il n'y a pas assez d'offres en matière de collaboration, de stagiaires, que de ce point de vue-là, il y a un certain nombre de lacunes. Mais penser au CRFPA de cette façon-là, c'est peut-être prendre le problème à l'envers. À l'heure actuelle, c'est vrai que obtenir une clientèle quand vous vous installez, que vous êtes un jeune avocat à Paris, à Lyon, à Aix, à Marseille, et que vous vous installez à votre propre compte et que vous mettez votre plaque d'avocat en bas de votre immeuble, c'est pas ça qui va vous permettre d'attirer un certain nombre de clients. Pour pas avoir des clients, et donc il faut bien rappeler que la profession d'avocat, c'est une profession qui est indépendante. Avoir des clients, finalement, va supposer ici de se démarquer, de faire un certain nombre d'éléments en plus. Alors, à ce titre-là, je vais citer un certain nombre d'exemples. Quand j'étais jeune avocat, par exemple, le type d'élément en tant que pénaliste qui pouvait me permettre de me rapporter la clientèle, c'était simplement d'aller voir mes clients, quand bien même ces clients venaient d'aide juridictionnelle, d'aller les voir là où ils étaient, c'est-à-dire en prison. À ce titre-là, assez rapidement, vous forgez une réputation. C'est-à-dire que ce que vous faites, vous œuvrez pour des clients qui sont en prison. À ce moment-là, comme vous êtes à l'aide juridictionnelle, ce sont des clients qui, par nécessité, n'ont pas les moyens de se payer un avocat. Donc c'est pris en compte simplement au titre de la solidarité. Mais par la suite, ces mêmes clients, déjà d'une part, vont discuter entre eux, et puis vont discuter avec d'autres personnes. Et assez rapidement, vous forgez une petite réputation dans laquelle, eh bien, en défendant de beaux dossiers, vous pouvez obtenir de nouveaux dossiers et de nouveaux clients de cette façon-là. Autre élément qui permet aussi de toucher de nouveaux clients, c'est simplement le fait d'avoir un blog. À ce titre, pour ma part, bien évidemment, j'étais en vacances durant une période de Noël et du jour de l'an, et c'est le blog d'un confrère, Thierry Vallat, pour ne pas le citer, qui a attiré mon attention sur tel et tel texte qui venait d'être adopté. Et je passe sur le fait que la publication du journal officiel le 31 décembre a été décalée dans le temps, tellement il y avait de nouveaux textes. Vous voyez, ce sont des éléments, un blog va permettre de consulter un certain nombre d'éléments. Mais il y a aussi d'autres possibilités. Par exemple, le fait de donner des cours. Donner des cours permet de partager son expérience, de rencontrer un certain nombre de personnes et d'une certaine façon de se faire connaître. Mais aussi l'existence des réseaux sociaux. L'existence des réseaux sociaux, c'est vrai que c'est délicat et que sur certains réseaux sociaux, quand on ne les maîtrise pas, on se retrouve dans une situation dans laquelle ces mêmes réseaux sociaux sont des réseaux sociaux qui sont susceptibles parfois d'être dangereux pour la personne et dans laquelle on se prend un certain nombre de coups ou d'éléments. Donc voilà ce qu'il en est par rapport à ces différents dispositifs-là. Et puis, pour les étudiants, bien évidemment, ça va supposer aussi, quand on est étudiant, souvent on est sollicité par ses enseignants dans le cadre de l'organisation, alors je parlais bien évidemment hors période Covid, eh bien, l'organisation de colloques, d'aspects, différents points. De ce point de vue-là, je connais très peu de praticiens qui refusent de partager leur expérience, et ça permet aux étudiants de se créer un véritable réseau professionnel, et ce réseau professionnel va vous permettre ici, en discutant avec des intervenants, de véritablement vous créer ici tout un réseau, et ce réseau-là vous servira par la suite pour entrer dans la profession. Voilà ce qu'il en est, hein. C'est ce réseau qui se forge au fur et à mesure. Lorsque j'organisais par exemple le Penal Trophy, ça a permis de mettre en relation des étudiants avec des avocats. Ça a permis à ces étudiants, le cas échéant, de trouver, que ce soit directement ou indirectement, un certain nombre de stages. Et ces stages ont été des stages qui leur ont permis ici de trouver véritablement ce qu'ils souhaitaient. Donc voilà par rapport à ce dispositif. Enfin, dernier élément, de songer à la formation qui est proposée dans les écoles d'avocats.
De ce point de vue-là, je peux simplement évoquer le rapport Aéry sur l'avenir de la profession d'avocat qui proposait une spécialisation des écoles d'avocats, constatant ici eh bien, que la formation peut être parfois décriée. Alors, bon, de ce point de vue-là, ça peut effectivement œuvrer dans une bonne idée. Il est vrai que pour ma part, mais alors là-dessus, je critique aucune école, j'ai fait moi-même le FB, mais c'était en des temps immémoriaux, quand l'examen n'était pas national d'une part, et d'autre part, j'essaie de me retrouver la date, en 2001-2002, donc vraiment une période très ancienne. Et il est vrai que quand je suis sorti de l'école d'avocat, je n'étais pas du tout apte à exercer la profession. Et ça, je pense que c'est un point qui est partagé par beaucoup de personnes, qui consiste à dire que durant tout leur cursus, ils n'ont peut-être pas suffisamment fait de stage pour pouvoir être opérationnels. Ils envisagent de se spécialiser. Alors dans ce cas-là, pourquoi pas opter ou essayer d'aller vers cette idée-là de spécialisation par rapport aux différents types d'avocats. Bref, finalement, pour conclure, l'idée, c'est qu'il n'existe pas trop d'avocats, mais que peut-être que la profession ici doit ici évoluer. Elle doit évoluer par rapport à l'examen d'entrée pour le rendre le plus juste et le plus égalitaire possible. D'autre part, l'idée d'une spécialisation peut conduire justement à cet aspect-là et ne pas oublier un élément qui est un élément essentiel. L'avocat, c'est un statut, la fonction se crée avec. Vous avez un certain nombre de personnes qui n'ont jamais trouvé de dispositions qui sont des dispositions spécifiques, particulières, qui n'ont pas pu trouver par exemple d'offres de collaboration. J'entends par là notamment Dessine Bouzrou qui s'est directement installé à titre personnel et qui s'est trouvé une clientèle. L'idée peut être celle-ci, c'est-à-dire on sort de l'école d'avocat, on est directement opérationnel et justement on essaye un certain nombre d'éléments, sachant qu'aujourd'hui dans une vie professionnelle, eh bien, on a plusieurs vies professionnelles incluses dedans et qu'on peut parfaitement passer d'un aspect à l'autre. Voilà, je vous remercie pour votre attention et maintenant je reste attentif ici, le cas échéant, à vos différentes questions. Est-ce que vous avez des questions à poser ou encore d'autres éléments dont vous souhaiteriez me faire part là-dessus? Alors, quelques questions peut-être. Par rapport au format en lui-même, donc pour préparer ce premier numéro du Soutenez que, je me suis fondé donc sur la page du Conseil national des barreaux, quelques éléments de recherche par rapport quand on tape la profession d'avocat, des articles de presse, ceux sur Jacqueline Laflon et Daphné Puglisi, donc qui ont été publiés à l'occasion de ces différents procès, fin 2020, pardon, début 2021, ainsi que les deux rapports, rapport à Éric Lavelle sur l'avenir sur l'examen du CRFPA notamment, et qui préfigure ce que devrait être adopté par la suite, c'est-à-dire quand même le fait que le pénal ne serait plus une option on dira principale, ce qui peut être problématique à une formation, vraiment ici un examen qui va devenir encore plus difficile. Voilà. Et le rapport Camille Aéry, celui-ci sur l'avenir de la profession d'avocat, qui prévoit plusieurs autres pistes. Voilà ce qu'il en est. Alors, je regarde en même temps sur les autres groupes s'il n'y a pas de questions qui sont des questions spécifiques. Alors, les éléments qui avaient été relevés justement sur cet aspect-là sont notamment la réaction de l'individu. Je vous lis le commentaire en question. Je ne pense pas que donner son nom d'une quelconque signification, et puis il ne s'agit pas du tout d'une attaque personnelle, mais je comprends en plus parfaitement ce dont il s'agit de ce point de vue-là. Soutenir ça est indécent ou un faux débat. Alors, justement, quand on est avocat, l'idée c'est qu'on puisse débattre à peu près de tout de ce point de vue-là, et qu'il n'y a pas de thèse qui puisse ne pas être défendue, si difficile et délicate soit-elle. Enfin, c'est de la façon dont c'est l'élément. Ensuite, s'il n'y a pas trop d'avocats, alors les stagiaires ne seraient pas exploités et rincés comme les collabs au rabais et les collabs juniors qui ne seraient pas payés une misère pour faire des horaires impossibles, en étant médiocrement formés pour gain de temps et d'argent. C'est un petit peu les éléments que je vous ai dit, c'est-à-dire que oui, certes, dans certains domaines, eh bien, il y a trop dans certains aspects d'avocats, et puis encore, ce qui est dénoncé là, c'est plutôt les conditions de travail, le cas échéant, par rapport à un certain nombre d'aspects.
Se spécialiser peut être une idée. S'installer aussi, il faut bien songer à cet aspect-là. L'avocat, c'est quand même une personne qui touche une rétrocession d'honoraires. Il y a une indépendance que l'on paye extrêmement cher par les taxes quand on est avocat. Et cette indépendance vous conduit, monsieur ou confrère, je ne sais pas, ici, le cas échéant, à pouvoir vous créer votre propre clientèle. Et pour cela, justement, il faut prendre des risques. Et prendre des risques, ça peut être de s'installer à son propre compte. Il existe à ce titre-là un certain nombre de pépinières, et ces pépinières sont particulièrement efficaces. Ça vous permet de vous installer à moindre coût, de commencer à fonctionner, et une fois que vous avez constitué votre clientèle, justement, de démarrer. Et il faut arrêter avec des conférences, des petits discours qui ne servent qu'à se faire mousser soi-même. Voilà, bon ça c'est gentil, on va vendre sa prépa. Autant aller à Hollywood pour devenir une rockstar. Bon, le reste un petit peu du même acabit. Je n'ai pas trop d'idées là-dessus. Euh, oui, Ambre, justement sur cet aspect-là, c'est pour ça que dans la première partie, j'ai fait référence notamment à Voxia. L'idée de faire une formation qui puisse être spécialisée peut permettre justement cette insertion professionnelle. Là, on va avoir des cours par des praticiens qui peuvent faire état d'un besoin du marché. Et ces mêmes praticiens sont conduits par la suite, bien évidemment, à recruter qui? Ceux qu'ils ont eux-mêmes formés. Voilà, c'est ça l'idée. On passe son examen du CRFPA, on se spécialise, on se surspécialise ici, et on va avoir cette petite niche. Euh, un barreau en Ile-de-France où il ferait bon s'installer, ratio par rapport à un avocat. Là, ça va dépendre, Rudy, bien évidemment, de la spécialité qui va être la spécialité exercée. Vous avez, de ce point de vue-là, l'idée, ça va être de s'installer ailleurs. Un avocat qui est connu ici sous une appellation et un surnom un petit peu spécifique, à savoir Manuel Bibol, notamment, a d'abord exercé et s'est spécialisé en droit des étrangers un petit peu à l'extérieur de Paris, avant de venir par la suite, une fois que sa clientèle était fortement constituée, à Paris, ce qui correspondait plus à ses aspérités. D'autres se sont installés un petit peu ailleurs. Tout va dépendre de l'évolution en la matière. Vous pouvez aussi vous spécialiser dans un des aspects du droit pénal en la matière. Voilà, on sait qu'un avocat, par exemple, qui a exercé les fonctions de président du PSG à un moment donné, il y a quelques années, s'était spécialisé sur les affaires de façon générale de l'équipe en elle-même. Est-ce que je pense ensuite de l'examen d'entrée dans sa formule actuelle est plus inégalitaire que la version antérieure? Alors, elle est plus égalitaire puisque les sujets sont nationaux, les corrigés sont nationaux, mais ça laisse quand même transparaître, amener un certain nombre de disparités locales par rapport à l'interprétation de ces corrections, et notamment aussi, et surtout, et c'est là où il y a la grande disparité, il faut absolument et impérativement harmoniser le grand oral. Le grand oral qui est une épreuve aujourd'hui à qui tout double par rapport au coefficient qui est extrêmement élevé du grand O. Si vous ratez votre grand O et que vous n'avez pas déjà 12 ou 13 de moyenne, c'est fini. Donc du coup, il faudrait harmoniser de ce point de vue-là et croiser les copies aussi entre les différents correcteurs de ce point de vue-là pour avoir vraiment une réelle harmonisation. Alors, les aspects aussi qui peuvent avoir d'autres éléments, c'est, vous m'indiquez, par rapport à les autres voies pour devenir avocat, l'examen de l'article 100, c'est une utilité de ce point de vue-là. Alors sur l'examen de l'article 100, en fait, il s'agit d'hypothèses d'avocats qui sont des avocats qui sont étrangers, et ces avocats viennent s'installer en France. Vous trouvez sur le site du CNB un certain nombre de données de ce point de vue-là. Bien, il y a un examen justement qui permet ces différents éléments. C'est une bonne chose que les avocats étrangers puissent s'installer en France, de la même façon que les avocats français puissent passer des aspects essentiels. Marie, exercer un moment avant de se spécialiser, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, pas nécessairement. Exercer un peu, il faut acquérir un certain nombre de bases, je pense, en matière procédurale. C'est ça l'aspect, je pense, assez essentiel de ce point de vue-là. C'est pour ça qu'à mon sens, Marie, il faut intégrer dans les cursus universitaires, c'est indispensable assez tôt, pas dès la première année, mais assez tôt intégrer dans le cursus universitaire la nécessité d'effectuer un stage. Euh, Comme ça, vous pouvez voir un petit peu ce qui vous correspond le mieux et par la suite, justement, faire les différents aspects. Après, bien évidemment, vous pouvez choisir de ne pas vous spécialiser, rester dans un domaine qui est un domaine plus général. Et là, on voit des avocats généralistes, toujours à l'heure actuelle, mais voilà, ces avocats généralistes ont une clientèle qui est une clientèle souvent locale. Pour ce type de questions, une introduction avec problématique et citation, soutenez. Là,
La difficulté, c'est que c'est un aspect qui est purement pratique. On peut, si j'avais voulu, si j'avais fait véritablement cet aspect-là, c'est-à-dire cette méthodologie très théorique sur une soutenance, avec citation à la clé, le problème, c'est que je risquais de tomber dans un anachronisme. En effet, on ne cite que les personnes qui sont passées à la postérité, c'est-à-dire des personnes qui sont décédées ou qui vont avoir justement un certain nombre de difficultés. Donc, vraiment, l'idée pourrait être, le cas échéant, de faire en sorte que l'on ait justement euh, cette difficulté là. J'ai choisi plutôt un axe qui est purement pratique pour cette question-là. Que pensez-vous d'exercer en tant que juriste quelques années avant de devenir avocat? Alors, quand on est directeur juridique d'un service, si je ne m'abuse, eh bien la possibilité existe de devenir avocat par la suite. C'est quelque chose qui est prévu justement par rapport au texte. Euh, cette passerelle existe au bout de 20 ans, de 8 ans effectivement, en tant que juriste. Elle est, je pense, c'est une des passerelles qui, de ce point de vue-là, est le moins discutable possible. Donc j'ai pas de difficulté qui est une difficulté particulière. Oui Thomas, l'examen du CRFPA va faire l'objet d'une réforme prochaine. D'abord, là-dessus je vous renvoie à un article que j'ai écrit justement sur mon blog pour indiquer quand même que cette session 2020, elle laisse apparaître quand même un certain nombre de difficultés. Il est nécessaire de ce point de vue-là un petit peu de serrer l'aspect essentiel. Bon. Ensuite, le rapport à Éric Lavelle va certainement inspirer les travaux du CNB de ce point de vue-là, qui va suggérer une réforme de l'examen, qui devrait aller dans ce sens-là, et on devrait assister vers 2023 vers le fait qu'on resserre encore davantage les différentes dispositions. Voilà ce qu'il en est. S'agissant de la passerelle, là tout dépend, la passerelle en elle-même, par rapport, j'évoquais la passerelle en tant que directeur de service juridique, cette passerelle-là, c'est une passerelle au bout de 8 ans, on ne peut pas se dire, tiens, je vais commencer à exercer mon activité, car dans 8 ans, je basculerai avocat, il y a beaucoup d'aspects qui peuvent parvenir. Et de façon générale aussi, on peut constater quand même que si jusqu'à présent l'obtention d'un CDI était vraiment la panacée, c'est-à-dire le point essentiel pour parvenir ici à avoir une vie, on va dire, relativement harmonieuse. Aujourd'hui, avec la crise du Covid, on voit que c'est beaucoup plus délicat, que l'activité économique pourrait se ralentir. Donc, on ne peut pas prédisposer sur 8 ans. Quant à la thèse, moi, je l'ai exprimé à plusieurs reprises, pour plein de raisons, totalement défavorable à cette passerelle-là. Mais faire une thèse pour devenir avocat, c'est quand même rentrer dans une phase dans laquelle, pour faire une thèse, il faut au moins 3 ans. Il y a un certain nombre d'obligations qui existent. Et normalement, c'est quelque chose c'est pas un très très bon calcul. Voilà ce qu'il en est. Par rapport à ces différents éléments qui sont des éléments tout aussi importants en la matière. Voilà, alors si vous n'avez pas d'autres questions spécifiques, je vous propose d'en s'en arrêter là, mais continuer à commenter ces différents aspects, puisque l'idée de façon générale va être pour moi d'essayer de voir si on fait d'autres numéros sur d'autres thématiques. Alors n'hésitez pas de me suggérer différentes autres thématiques ici, sur des sujets, de préférence des sujets un petit peu difficiles, mais toujours sur des aspects qui sont des aspects proches de la pratique et sur les différents points. Voilà ce qu'il en est. Soit on fait évoluer la forme sous la forme d'un dialogue où je reçois et où je discute avec des praticiens, voilà, ou encore de la même façon où je me mets sur le grill ici et j'essaye, par le biais d'un plan en 2 parties de sous-parties, de parvenir à un exposé. Le plan en 2 parties de sous-parties permet systématiquement de venir et de faire une présentation qui est globale, qui rentre bien dans les clous de ces différents aspects. Là aujourd'hui, j'ai choisi une optique pratique. Il est vrai que par rapport à la profession d'avocat, c'est systématiquement l'optique que j'aurais, donc pas véritablement de citation. Une problématique qui confine en fait à essayer de prouver de démontrer ici que ma thèse est véridique, et ensuite, bien évidemment, de procéder de la sorte. S'il s'agissait d'un sujet plus théorique, dans cette hypothèse-là, j'aurais opté pour d'autres aspects.
Victoire, je te salue. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée, à vous dire à très bientôt. N'hésitez pas à réagir. Je vous remercie, au revoir.